c'est une présentation qui est sur la modélisation des ontologies pour le web sémantique. Bon, il existe des outils. J'en présente 3 ici. Il y a, pour modéliser, il y a Protégé, qui est l'outil classique qui provient de l'Université de Stanford, la faculté de médecine de l'Université de Stanford, qui est la référence. À vrai dire, à mon point de vue, si Protégé n'existait pas, le web sémantique n'existerait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Ça a été l'outil qui a permis de développer cette technologie-là, qui est un outil gratuit, disponible à tous. Bon, il y a Stardog Studio qui vient avec le Triple Star de Stardog. C'est pas encore un éditeur d'ontologie, c'est plus un éditeur de requêtes, mais c'est un produit qui est en évolution, qui est en progression. Ils font des pas de géants. C'est impressionnant ce qu'ils s'en viennent à faire avec ça. Et moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est TopRed Composer de Top Cadran. 3 versions de TopRed Composer. La version gratuite, la version standard et la version Maestro Edition. Donc, la version gratuite, déjà, on peut faire pas mal de choses avec. Donc, c'est avec ça que je vais travailler pour faire la présentation. Petit rappel, enfin, ça sur quoi on va focaliser notre modélisation aujourd'hui. Bon, la pile langagière du web sémantique, on voit que c'est compliqué, cette pile-là. Hein. Il y a toutes sortes de standards, le IRI, RDF, Sparkle, ainsi de suite. En fait, c'est attaché à des fonctionnalités qui sont bien dévolues dans la modélisation d'ontologie. Donc, la première en bas, qui est l'identification, qui sert à identifier les objets, les ressources du web. Donc, essentiellement, c'est les URI, les IRI. La partie représentation, qui comporte le RDF et le XML. Donc ici, on sert surtout à commencer à construire notre graphe. C'est des notations qui servent à ça. Et la partie raisonnement, là, on est dans des vocabulaires qui permettent non seulement de modéliser, mais en plus de ça, de demander à la machine de réfléchir sur ce qu'on vient de modéliser. Les autres, les requêtes, confiance, interaction, on ne verra pas ça aujourd'hui. Peut-être un petit aparté sur requête Sparkle. Le Sparkle, c'est le SQL des graphes dans le web sémantique. Donc c'est le langage de requête. On ne le voit pas aujourd'hui, mais c'est juste pour dire à quoi sert le Sparkle. Donc, on ne peut pas parler de web sémantique si on ne parle pas de Sparkle. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de Sparkle, c'est pas du web sémantique. C'est le standard du web sémantique pour faire les requêtes. Donc, petit survol rapide, il y a beaucoup de détails, mais on ne verra pas tout, là. Donc, on peut voir la taxonomie des URI là, à gauche. Là. Donc, en bas, à gauche, on a l'URL, la fameuse URL là, qui nous permet de localiser les objets sur le web. Donc, quand on voit une adresse avec un PDF au bout, puis un PDF qui apparaît, là, ça, c'est une URL. Ça sert à localiser les objets sur le web. Les URI, je ne parle pas des URN, c'est plus compliqué, c'est plus long. Les URI et les IRI, c'est la même chose. C'est le Universal ou le International Resource Identifier, c'est avec ça qu'on identifie une donnée sur le web. Donc, quand on tape une URI dans le browser, il n'y a pas quelque chose qui va apparaître. Là. Une URI, c'est vraiment, voici, on se sert de ça pour dire c'est une ressource dans le web, c'est une donnée du web. Donc, URI, IRI, c'est la même chose. C'est juste que l'IRI permet de mettre des caractères accentués dans le HTTP, blablabla, machin. OK? Donc, si on va dans le schéma en bas, on voit la structure d'une URI. Et c'est essentiellement, quand vous faites HTTP, barre oblique, puis là, vous mettez tout le baratin en arrière, là, ben, c'est ça, une URI. Donc, une URL est une URI. Mais une URI n'est pas nécessairement une URL. Donc, voici ce que ça a l'air, en gros, un graphe RDF. Là. Donc, ici, là, c'est un exemple où est-ce qu'on modélise une caméra. Ce que je veux surtout porter à votre attention là-dessus, c'est la partie des préfixes en haut. Donc, effectivement, on utilise ce qu'on appelle dans la modélisation des QNames, des noms, des quick names, si on veut. Et ça, c'est à partir de la construction des préfixes. Donc, on voit, par exemple, comme MyCamera, il y a un namespace où est-ce qu'on voit un URI là, qui déboule vers la caméra. Donc, en fait, c'est un remplacement, ce qui fait que quand on fait des sujets prédicats-objets, juste en dessous, on est capable d'écrire MyCamera et le système interprète ça comme étant l'URI au complet. Maintenant, il y a des notions qui sont associées à la modélisation d'ontologie. Une ontologie, essentiellement, c'est composé de 3 grosses boîtes, là, si on peut dire. Une première boîte qui est les individus. Ça, c'est les faits du domaine du discours. Hein? James Bond qui fait partie du MIA. Maintenant, pour pouvoir dire ça, on doit construire une sémantique. C'est-à-dire, on doit donner du sens à tout ça. Et pour faire ça, on a besoin de définir des classes et des propriétés. Donc, les classes, ce sont des catégories dans lesquelles on peut mettre des individus
individu. Hein? Par exemple, James Bond, c'est une personne, puis le MI6, c'est une organisation. Et la propriété, c'est là qu'on va définir des relations entre les classes qui vont nous permettre de construire des relations entre les individus. James Bond travaille pour le MI6. Okay? Donc, les propriétés nous permettent de définir des prédicats dans le graphe. Donc, par-dessus tout ça, effectivement, quand on parle des ontologies OWL et RDFS, donc le langage qui nous permet de faire ça ici, c'est le RDFS, le Resource Description Framework, c'est le premier élément de la pile langagière. Le deuxième, c'est le RDFS, c'est du RDF Schema, ou le OWL, qui est le Web Ontology Language. Là, on est rendu à un niveau où on peut aussi attacher des raisonneurs automatiques là-dessus, parce que comme c'est un langage qui est standardisé, il y a des raisonneurs qui nous permettent de raisonner sur ces ontologies-là et faire des systèmes à base de connaissances. Donc ici, on a des systèmes à base de connaissances qui sont interopérables dans le web. Étant donné qu'on est dans l'interopérabilité, on peut avoir ces raisonneurs-là dans le web, on envoie des ontologies, les raisonneurs raisonnent et ils nous retournent des résultats. Ça peut être une façon, notamment, de générer des données pour le machine learning. Maintenant, on va passer à l'activité de modélisation en tant que telle. Donc, je suis allé sur DBpedia et puis j'ai sorti quelques petites affaires sur James Bond. Donc, ce qu'on va modéliser, essentiellement, c'est James Bond contre le Dr. No, le premier film de James Bond qui a été réalisé par Terence Young, dont l'acteur principal est Sean Connery. Ma maison de production, c'est Eon Productions, et qui n'a rien à voir avec mon nom, je te dis en passant. Et, et la date de sortie, c'est 1962. Donc, souvent dans les organisations, quand on a ça modélisé, qu'est-ce qu'on fait? Pouf, on ouvre un chiffrier Excel et puis on ouvre une table dans le chiffrier Excel qu'on va appeler film. On va créer des colonnes, titre, réalisateur, acteur, producteur, date de sortie et on balance les informations, les données dans l'enregistrement dans la ligne numéro 2. Ça, c'est ce qu'on appelle une modélisation de type de base de données relationnelle, OK, ou en tableau. Donc, c'est une modélisation qui est souvent utilisée, que les gens aiment beaucoup parce qu'elle est simple. C'est fait, les humains lisent ça, c'est ingérable à lire des données comme ça. Par contre, pour les machines, c'est plus compliqué parce que quand on commence à avoir des tables de jonction, donc ça devient vite l'anarchie. Par exemple, si j'ai 5 acteurs dans le film et puis que j'ai 15 films, bien, ça commence déjà à être compliqué de mettre ça dans un tableau. OK? Mais par contre, ça peut être inspirant pour modéliser une ontologie, puis c'est ce qu'on va faire. Donc, ici, habituellement, je fais ça assis, là, tout ça, je vais essayer de me débrouiller avec ça. OK, donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par, là, je suis dans l'éditeur d'ontologie, donc je crée un projet, OK, Web Sémantique 2019, voilà. Et dans le projet, je vais créer une ontologie, New Ontology, qui va être un RDFS file. Et là, je vais donner un nom à cette ontologie-là, OK? Donc, on va laisser exemple.org, je vais donner le nom film. C'est une ontologie sur les films. Maintenant, je ne ferai pas d'importation pour tout de suite. On laisse ça vanille, là. On fait juste créer, si on veut, le modèle. Donc, tantôt, je vous ai dit une ontologie, c'est composé de classes, de propriétés, d'individus. Donc, on retrouve, si on veut, cette catégorisation-là. On a ici à gauche un arbre de classe, on a ici à droite un arbre de propriété, et on a ici en bas les instances et les individus. D'accord? Donc, essentiellement, quand on modélise, on se promène dans ces trois tableaux-là. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais créer mes individus. Donc, mes individus, ils sont issus de mon tableau. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 individus. Celle-là, c'est un individu un peu particulier. Là, on ne la modélisera pas tout de suite. On va modéliser les 4 premiers individus. Donc, on va modéliser le titre du film. Alors là, je vais essayer de sortir de là-dedans. On va faire du copy-paste pour aller plus vite. Donc, je m'en viens ici, j'instancie un premier individu. OK? Donc là, dans cette... Donc là, il me demande de définir une URI pour mon individu. Donc, je lui dis, OK, c'est beau.
définis-moi le type, le film de James Bond. Et puis, je veux qu'il me génère une étiquette. Avec ça, ça va plus vite. Donc, on fait ceci. Donc là, je vois mon URI qui est là. Je vois qu'il m'a généré un libelle. Donc là, je commence à avoir dans mon ontologie, dans ma classe, si on veut, objet, hein, de la classe universelle, je vois que j'ai déjà un premier individu qui est cet individu-là. Mais en ce moment, je ne sais pas c'est quoi l'individu. Je fais juste créer des individus. Je ne les ai pas encore classés. Okay? Donc, en d'autres mots, je suis en train de bâtir ma base de faits. Donc, je crée une ressource. Quand on dit que finalement, le web est composé de ressources, c'est ce qu'on est en train de faire. Là, on est en train de générer des données dans le web. Bien, pas dans le web, mais dans une ontologie qui peut être publiée sur le web, dans Wikipédia, dans son propre serveur web, ainsi de suite. Donc, je viens ici là, de créer mes quatre ressources pour mon ontologie. Maintenant, dans cette ontologie-là, j'ai effectivement, j'ai des films, j'ai des auteurs, j'ai un réalisateur, puis j'ai un producteur. Okay? Donc là, c'est là qu'on va commencer à construire notre sémantique. Donc, on va aller dans la partie des classes et je vais créer mes 4 classes. Okay? Donc, j'ai une première classe que je vais créer qui va être la classe des acteurs. J'ai la classe ici des producteurs. Je pense que je peux en créer un autre à partir d'ici. Ah, là, il a créé une sous-classe, donc ça, je ne veux pas ça. Là, ici. Enfin, on va faire ça. Ensuite de ça, ici, on va aller dans acteur, producteur, film. D'accord? Voilà. Bon. Donc, on a ça comme ontologie. Maintenant, on voit là qu'il y a comme une cascade en profondeur. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des ontologies, on appelle ça une taxonomie, c'est-à-dire que c'est un système de classification où on part d'un élément qui englobe, qui est général et où on raffine de plus en plus vers du plus petit. Okay? Par exemple, dans acteur, j'aurais pu mettre au-dessus de ça, par exemple, on va le faire comme modélisation, je pourrais avoir une classe qui est personne. Là. Et ça ne va pas très bien, là. Et je peux avoir en dessous de personne des acteurs et des producteurs. Okay? Donc, on voit aussi qu'on peut s'amuser en glissant les objets. Donc, un producteur, c'est une personne, puis une personne, ça fait partie des choses de l'univers. Un acteur, c'est une personne, ça fait partie des choses de l'univers. D'accord? Donc, ça, c'est la partie des classes. Maintenant, la partie des propriétés. Donc là, effectivement, là, on voit que les colonnes qui sont dans la table, c'est souvent transposé en propriété dans un graphe, dans une ontologie. Donc, on va dire, par exemple, par exemple, un titre a pour acteur un acteur. Donc, je vais aller ici, puis là, je vais créer A pour acteur, OK, un acteur, et A pour un producteur. Oh, je fais une petite erreur. Maintenant, là, on commence à avoir une sémantique, mais elle n'est pas encore complète. Quand je vais, par exemple, dans A pour acteur, c'est une propriété. Il reste 5 minutes? Oh boy, OK. Donc, quand on a, par exemple, pour acteur, là, on a juste défini une URI, mais il faut que je dise que l'acteur, c'est, d'un côté, c'est un film qui a pour acteur des acteurs. Donc, la façon de faire ça, je veux dire que pour domaine, le domaine de cette propriété-là, c'est un film, et que
le range, c'est-à-dire le codomaine, c'est un acteur. Maintenant, là, c'est là que, là je n'ai rien modélisé. J'ai juste créé la sémantique, les individus. Là, ce que je vais faire, je vais créer un premier graphe. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire que, finalement, le film James Bond, puis là, je vais aller vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Le film James Bond a pour acteur Sean Connery. D'accord? Donc là, je viens de créer une relation en disant que ce film-là a cet acteur-là. Là, on va commencer à faire de l'intelligence artificielle un petit peu. J'ai dit, oui, puis c'est à peu près le temps que ça va prendre. Donc, 3. Ici, j'ai déclaré une ressource, Sean Connery, puis j'ai déclaré une ressource, le titre du film. Mais je n'ai pas dit que c'était pas dit que c'était des acteurs, je n'ai pas dit que c'était que c'était un film. Tout ce que j'ai dit, c'est que je les ai mis en relation. Maintenant, là, je vais faire un petit peu de brasse camarade de cette histoire de programme de configuration. On laisse. Donc, ce qu'on peut faire, là, maintenant, c'est de faire inférer, donc faire rouler le fameux moteur d'inférence. Donc là, une fois que j'ai fait rouler le moteur d'inférence, eh bien, il vient d'identifier ici que... Il vient d'inférer que Sean Connery, c'est un acteur, puis il vient d'inférer que le film, que James Bond 007, c'est un film. Pourquoi il a inféré ça? Parce que j'ai déclaré que la propriété d'être acteur de quelque chose, c'est une relation entre un film et un acteur. Donc, quand le système infère, il voit qu'il y a cette propriété-là dans un graphe, et à partir de ce moment-là, il dit, OK, le sujet du graphe, c'est nécessairement un acteur. Pour que cette relation-là soit vraie, il faut que le sujet soit un acteur et il faut que le domaine soit un film. Et c'est comme ça qu'il classe que Sean Connery, c'est un acteur et que la ressource James Bond contre Dr. No, c'est un film. Donc ça, c'est la partie inférence. Ça, on ne peut pas faire ça dans un chiffrier Excel. Okay? On ne peut pas faire ça non plus dans une base de données relationnelle. Ça, c'est vraiment les technologies en graphe qui permettent de faire ça. Ah, je vais être dans les temps. Donc, ici, ça, c'est l'ontologie complète. Donc, on peut faire la même chose avec les autres et tout va s'inférer. Donc, en conclusion, au premier abord, la modélisation dans une représentation tabulaire offre une bonne lisibilité sur les données. Les humains, ils aiment ça parce que c'est facile à lire une table. Okay? Un graphe, là, quand on commence à rentrer dans 3, 4 niveaux de bulles, on vient complètement perdu, on perd de la lisibilité, donc on n'est pas attiré à aller lire ces types de données-là, c'est normal. Notre cerveau n'est pas vraiment fait pour ça, il est plus fait pour lire une représentation tabulaire, donc c'est normal, mais les machines, elles aiment travailler dans les graphes, elles sont beaucoup plus performantes, elles sont beaucoup plus efficaces, et elles permettent justement de changer les vocabulaires. Ah, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai oublié de faire, ça, il me reste une couple de petites secondes. Si je m'en viens dans Import ici, que je m'en vais là, d'accord, et que j'importe schema.org, ici. Donc là, je viens d'importer le vocabulaire de schema.org. Bien, je suis capable de dire que Sean Connery, donc là, je fais du recyclage de ressources. Si je peux le trouver, mon Sean Connery, là. Simplement en faisant ça, je suis capable de mettre, par exemple, que Sean Connery, c'est une personne. Donc là, je viens de pouvoir créer un vocabulaire que je peux envoyer à Google et qui va me faire un knowledge graph dans la page à propos de Sean Connery, parce que je viens de cette donnée-là, de la mettre dans le contexte du vocabulaire de schema.org par un simple drag and drop. Okay? Donc, si je m'en vais voir le code source de ça, ben je vois que Sean Connery, ben là, c'est pas à la bonne place, là, mais on peut voir que Sean Connery est un élément de schema.org.
Donc ça m'amène à la conclusion. En revanche, la modélisation dans un graphe de connaissances, ça permet l'utilisation de classes de propriétés qui servent à classifier des données. Les taxonomies offrent des structures hiérarchiques de l'information qui sont naturelles aux ontologies. L'agrégation de vocabulaire normalisé offre un point de vue standardisé sur les données. Et l'inférence automatique ajoute de l'information sur les données. Il y avait des choses qui existaient, qui n'existaient pas, qui existaient après avoir inféré. Donc, l'ontologie produite est un graphe de connaissances qui est interopérable, diffusable dans le web et dans le Linked Open Data, dans le web de données ouvert et lié.